Alors un mot pour ceux qui ont l'habitude de formation, qui pensent qu'apprendre, c'est être assis dans une salle et écouter un expert faire une présentation. Ici, dans le cadre de Teach to Reach, il s'agit de l'apprentissage par les pairs. Du coup, la façon d'apprendre, la pédagogie est différente. Tout le monde dans cette salle, dans le studio Zoom, mais aussi sur les réseaux par le biais des commentaires, peut partager son expérience. Lorsque quelqu'un partage son expérience, vous l'écoutez et vous réfléchissez à votre propre situation. Et ensuite, si cela vous parle, si vous vous rendez compte que c'est une question, ce sont des questions qui comptent pour vous, ou vous le savez déjà, mais vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous vous inscrivez à la prochaine formation sur ce thème. Et dans le cadre des formations de la Fondation Apprendre Genève, pour ceux qui ne connaissent pas, là aussi, il ne s'agit pas d'informations que vous devez emmagasiner. Il s'agit au contraire de sortir, de partager votre expérience et de vous nourrir de l'expérience des autres. Donc, acte, on va vous proposer donc de prendre la parole. Comment demander? Donc, ce qu'on recommande fortement, c'est d'abord résumez-nous votre pensée par écrit dans le dialogue en direct. Ça peut être, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais simplement dites-nous de quoi vous parlez, de quoi vous souhaitez parler. Vérifiez le bon fonctionnement de votre micro, vérifiez votre connexion, levez la main, vous avez un petit icône comme ça avec une main levée. Et ensuite, lorsqu'on vous appelle, activez votre microphone. Donc, c'est ainsi qu'on va commencer. Et donc, on va se lancer avec la première question. Donc, où on va là maintenant s'adresser directement aux acteurs qui participent à la lutte contre la maladie de Bundibugyo. C'est Charlotte qui va nous guider à travers cette séquence. Et on a vu dans la salle, dans notre studio Zoom, il y a des acteurs de premier plan, des responsables et des acteurs de tous les niveaux. Charlotte, c'est à toi. Merci beaucoup, Reda. J'aimerais commencer avec Eli Mutombo qui a indiqué dans le chat qu'il est impliqué directement dans la réponse. Et Eli, allez-y, votre main est levée. Si vous pouvez activer votre micro, vous avez la parole. Je vous demande d'activer le micro. Sinon, nous allons passer aux autres. Bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Reda. Bonjour. Et n'oubliez pas Elie de vous Mutombo. présenter, s'il vous plaît. Ok. Je suis ambassadeur de la RDC pour la Fondation Apprendre de Genève et je suis spécialiste épidémiologiste en RDC et je fais partie de l'équipe de la riposte nationale en RDC pour la riposte de Eli, nous avons du mal à vous capter. 3 ans Effectivement, qui oui. nous aurons la chance de pouvoir rencontrer. Mais je voudrais dire quelque chose que cette souche, c'est pour la deuxième fois que cette épidémie survient en RDC. Et en amont, il faut dire que c'est une souche d'un village de la République de l'Ouganda et n'est pas une souche d'origine congolaise. Et la province du Touri, où nous nous retrouvons en ce moment en pleine riposte, fait frontière avec ce pays. Et il y a la question d'un de nos participants qui voudrait connaître les personnes de première ligne qui sont infectées. Il faudra dire qu'à ce jour, c'est un grand nombre qui est infecté. Il y a d'autres même que nous avons perdus. Donner les chiffres exacts à ce jour, ça ne sera pas possible parce que nous sommes encore en train de travailler. Il faut dire que la petite histoire pour cette épidémie dans notre pays, c'est que ça a commencé depuis le mois d'avril, mais toutes les alertes qui remontaient n'arrivaient pas à nous donner vraiment la vraie situation. Alors, ce n'est qu'au mois de mai, vers le 5 mai, que nous avons demandé alors qu'on puisse remonter des échantillons qui ont été prélevés et qu'on remonte ça à Kinshasa, au laboratoire national, qu'on puisse un peu approfondir les analyses.
parce que déjà au niveau de la province du Touri, on avait déjà testé les premiers échantillons qui étaient négatifs à presque tout ce qu'il y a comme virus dans ces coins, parce qu'il faudra dire que la province du Touri, c'est une province qui a un laboratoire du niveau 2. Alors, quand ils ont essayé, c'était négatif. Nous avons demandé à ce qu'ils le remontent au niveau national et c'est autour du 8 mai que les échantillons, le 12, je crois, le 12 que les échantillons sont arrivés. Les analyses au laboratoire ont pu montrer cette souche exactement. Mais ce qui avait plus alarmé, il faut dire qu'il y avait déjà des décès communautaires groupés et dans différentes zones de santé où on ne comprenait pas, mais on incriminait un phénomène mystique à cette période-là. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a des défis. Les défis sont énormes sur terrain. Et nous faisons face et nous avançons. Nous espérons que les choses pourront marcher. Et nous allons partager plus en détail au moment de la formation. Je vous remercie. Merci Elie Mutombo. On a toutefois quelques questions pour vous, je pense, et n'hésitez pas à partager vos questions si vous êtes avec nous en studio Zoom ou alors depuis les réseaux où nous avons donc la diffusion en direct. Alors vous nous avez donné, Elie Mutombo, un aperçu général. Je vous demande donc de réactiver votre micro parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est vous, dans le cadre de votre travail, un défi précis que vous avez rencontré ces dernières semaines face à cette épidémie et comment vous y avez répondu. Alors, Elie Mutombo ne répond plus. On va donc, Charlotte, je pense, poursuivre. On reviendra, on espère, vers Elie. Et le prochain intervenant, s'agit-il de Géou Moleko? Oui, exactement, Reda. Géou a déjà son micro ouvert. Donc, allez-y, Géou, et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Dr Djaou, médecin épidémiologiste, consultant à l'OMS. Je suis aussi membre des Scholars depuis l'année passée, 2025. Alors, pour le moment, je suis à Kinshasa. Alors, je voudrais juste, en peu de temps, partager mon expérience. C'était la 5e épidémie d'Ebola en RDC en 2008 et 2009. Alors, c'était dans les Kasaï, à Mouika et à Kampung. Alors, j'étais affecté dans le centre d'isolement. C'était beaucoup plus là-bas pour les traitements palliatifs et puis symptomatiques des malades confirmés virus Ebola. Alors, nous avons travaillé pendant 1 mois et puis après, nous avons fait la recherche épidémiologique au niveau de la communauté. Donc, nous avons utilisé de définition des cas cliniques et définition des cas communautaires pour les cas contacts à partir de malades qui étaient confirmés. Nous les avons suivis pendant 21 jours. Et puis, voilà, à la fin, nous avons pu juguler l'épidémie. C'est au mois de janvier 2009 que l'épidémie a été déclarée close. Voilà, c'est un peu ça. Alors, la question que je voulais poser pour ceux qui sont sur terrain, nous avons appris que les alertes qui ont remonté vers les labos de Bunia, il y avait un problème de cartouches. Ça veut dire que la lecture pour faire l'analyse que c'était la souche Bundibugyo, vous n'avez pas de cartouches pour cela, vous avez plutôt les cartouches pour la souche Zaïre. Alors, comment se fait-il que déjà la 6e épidémie, en 2012 à Isiro et au Tuélé, c'était la souche Bundibugyo. Comment vous n'avez pas pu avoir cette cartouche-là pour pouvoir détecter à temps avec des alertes que vous avez eues? Et puis la conséquence, maintenant qu'il y a eu beaucoup de cas, nous sommes déjà aujourd'hui à plus de 1000 cas suspects et donc plus de 300 cas confirmés. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors Charlotte, j'ai noté le message de Joseph Onyumbe Pongo qui est, il me semble, sur le terrain. Donc peut-être qu'on pourrait se tourner vers lui. Il y a aussi Claude Kachassa qui nous dit donc qu'il appuie la zone de santé de Miti Mouréassa où le premier cas du Sud Kivu a été testé positif. Et il dit que c'est dans son propre village que cela se passe. Une nouveauté après Mpox, un stress pour tout le monde. Donc il me semble, si on pouvait les écouter les deux,
On veut à la fois, donc attention, on est dans le partage d'expérience, donc il ne s'agit pas de donner, d'énoncer votre opinion ou de donner des généralités, ni même des lignes directrices ou sur les aspects techniques. Il s'agit vraiment de parler de choses que vous avez vécues, que vous avez fait, dont vous avez été, que vous avez pu observer au minimum directement. C'est cela qu'on fait dans le partage d'expérience. Cela complète les lignes directrices, les informations techniques, où là, on vous recommande de poser vos questions au ministère de la Santé, aux autorités qui sont habilitées pour y répondre. Mais là, on est dans le partage d'expérience. Donc à toi, Charlotte. Effectivement, Reda, donc je me retourne vers Claude. Kachassa, votre main était même déjà levée, donc allez-y, activez le micro, on va vous écouter. Et je voulais justement dire, Reda, que j'ai aussi vu docteur Aimé qui dit aussi être dans un centre de traitement affecté. Donc, qu'on va inviter aussi prendre la parole si c'est possible tout à l'heure. Donc, Claude, allez-y, vous avez la parole. Bonjour, chère Charlotte. Bonjour, Reda. Bonjour, tout le monde. Je ne sais pas si vous me captez. Oui. Voilà, merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Claude Kachassa. Je suis au site Kivu et j'appuie bien évidemment le ministère de la Santé à travers. Donc, j'appuie le ministère de la Santé tout précisément au niveau opérationnel, dans notre pyramide de santé, directement dans les zones de santé. En fait, lorsqu'on a déclaré ce virus, c'était d'abord à Ituri. Et du coup, pour moi, Bundibugyo était pour moi un mot nouveau auquel personne ne pouvait s'y attendre. Mais avec la déclaration du directeur d'Africa CDC, que nous avons été en contact, bien évidemment, avec ce virus, ce virus Bundibugyo. Et du coup, curieusement, nous avons été touchés aussi. C'est juste un voyageur venu de là, mais qui résidait, qui avait sa famille dans le village et qui, bien évidemment, a commencé à tomber malade et il est passé par des traitements indigènes. Mais curieusement, il y avait une certaine inattention particulière de la part du personnel soignant, du niveau de la première ligne au niveau du centre de santé, où le patient a commencé par transiter par le centre de santé et il a été traité là-bas. Et ce n'est qu'après quelques jours que, bien évidemment, il a été transféré à l'hôpital et que la suspicion a été faite au niveau de l'hôpital. Et ce soir-là, on se rencontre avec le médecin chef des zones, ou déjà alerté par le médecin directeur, bien évidemment, de l'hôpital qui prenait déjà en charge le patient, et où on s'était dit non, on prélève d'abord. On a dit prélever, mais après le prélèvement, quelques heures après, le patient X était décédé. Et du coup, avec le médecin chef des zones, nous avons pris des initiatives d'abord, commencer par prendre des précautions. Et quand les résultats sont sortis, quand les résultats sont revenus positifs, on a demandé quand même, d'initier une mise en quarantaine de tous les personnels soignants qui étaient en contact bien évidemment avec le patient décédé, mais aussi de prendre des mesures, voire bien évidemment voire arrêter les activités au niveau du centre qui avait référé le patient et passer à une désinfection du centre de santé. Et jusque-là, le centre de santé est fermé et les équipes PCI WASH sont en pleine désinfection. Parce que tous les cas déclarés positifs jusque-là aussi étaient venus de ces centres de santé et ils ont partagé la même salle commune. Et il y a même celui, il y a même, en fait, il y a même celui qui partageait le même lit avec lui, ce qui a fait assez que quand même des mesures soient prises pour permettre temporairement les centres de santé qui avaient accueilli ce premier patient et passer à la désinfection. Mais je peux vous dire que en fait, c'est une épidémie c'est une épidémie déclarée dans une communauté qui n'a jamais connu une épidémie d'Ebola de grande envergure comme celle-ci.
mais c'est une communauté qui était soumise, bien évidemment, à l'épidémie de Mpox, parce que vous allez sans doute comprendre que en fait, l'épidémie Mpox était déclarée en RDC et l'épicentre était dans la même zone. Et à cette époque-là, en 2024, j'y étais encore. J'étais en appui à la zone de santé. Donc, ça fait des épidémies, donc des épidémies à portée, bien évidemment, internationale, que ces zones a connues donc, dans moins de 5 ans. Ce n'est pas facile pour les systèmes de santé, avec le contexte, bien évidemment, de l'Est, où le système de santé est déjà fragile. Et donc, tout ce qu'on avait initié avec le médecin-chef des zones, les autorités, d'autres partenaires sont venus et ils ont initié, bien évidemment, ils ont appuyé les initiatives qui étaient déjà prises. Mais ce qui a rendu la situation difficile est que c'est cet engagement communautaire d'abord, où tout le monde devrait hésiter au départ. Et cette hésitation au départ, mais ici, poser la question, mais comment Ebola, Ituri, directement, Sud Kivu, plus précisément dans mon petit village là, qui est encore éloigné de la ville de Bukavu, mais du coup, ça posait des questions, ça suscitait des questionnements. Mais petit à petit, je pense, les gens vont comprendre, petit à petit, il y a des équipes de sensibilisation, engagement communautaire qui sont sur le terrain pour pouvoir bien évidemment échanger avec les communautés locales. Moi-même, je prends des initiatives pour rencontrer des leaders locaux en dehors même du cadre du travail, pour essayer un peu de discuter, d'échanger sur la maladie pour qu'ils parviennent à comprendre. Parce que s'ils ne comprennent pas, s'ils ne s'engagent pas, s'ils ne veulent pas aussi participer localement dans cette riposte, bien évidemment, on aura du mal à maîtriser la chaîne de contamination et nous risquons bien même d'avoir plusieurs cas. Bien que déjà il y a quelques promesses, selon l'évolution que donc elle est près d'être maîtrisée, mais ce n'est pas du tout facile dans une communauté qui ne s'engage pas. Et ici, quand même, j'ai appris quelque chose, c'est que au niveau opérationnel, on a tendance à ignorer le plan de réponse. Le plan de réponse où chaque zone de santé ou district sanitaire devrait déjà se préparer aux épidémies, par exemple, récurrentes au niveau du pays et commencer déjà à se préparer ces plans de réponse. Mais parfois, vous comprenez que souvent, ces zones-là n'ont pas de kits déjà prépositionnés pour riposter à X ou Y réponse. Parce que le plan reste sur le papier, le plan reste dans les ordinateurs, mais au finish, lorsque vous regardez au niveau de la pharmacie, il n'y a pas de kit d'urgence prépositionnés pour pouvoir répondre, bien évidemment, à une réponse dès que cette épidémie surgit dans la communauté X ou Y. Et on va attendre des réunions, qu'il y ait des partenaires qui arrivent, l'OMS et consorts, tout ça, le ministère. Les appuis parfois arrivent aussi avec retard, seulement parce qu'on n'a pas pu anticiper. On n'a pas pu anticiper un kit qui serait prépositionné, bien évidemment, au niveau de chaque zone de santé. Et à tous les collègues qui sont quand même confrontés à cette même situation aujourd'hui, c'est que nous devons beaucoup plus travailler avec les communautés. Et moi, personnellement, je suis en train de préparer, bien évidemment, des activités d'initiation de plans d'action communautaire où ensemble, il faut impliquer la communauté. Ce sont les membres des communautés avec vous, partenaires, que vous devrez initier des activités. Vous les laissez seuls réfléchir, bien évidemment, en les guidant pour qu'eux-mêmes ressortent le plan d'action communautaire pouvant être au centre de l'engagement, de leur propre engagement au niveau de leurs entités respectives. Et comme ça, nous pouvons plus les impliquer. Ensemble, nous pouvons évaluer ces plans d'action communautaire. Ça peut être hebdomadairement, pas le mettre ça sur une longue, pas mettre ça, l'étaler sur les mois, beaucoup plus hebdomadairement. Et là, vous avez la situation directe. À tout moment, vous ajustez des interventions parce qu'il y a une désinformation terrible autour de la maladie. C'est le moment de prendre des requêtes de feedback communautaire et les transformer en messages clés que vous pouvez diffuser dans les églises, dans les radios et localement dans les échanges au niveau avec des leaders communautaires. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage, Claude.
Kinshasa. Et comme nous l'avons dit depuis l'entame, nous sommes de tout cœur avec tous les professionnels de santé qui travaillent dans la réponse à cette épidémie. Je vois, Red, avant de tourner vers Joseph, je vois Noël Guédé, votre micro est déjà ouvert. Donc, je ne sais pas si vous êtes impliqué dans la riposte ou bien vous avez une question ou une contribution, une expérience à partager. Si tel est le cas, allez-y. J'essaye de respecter les règles d'équité. Allez-y et n'oubliez pas de vous présenter. Ok. Bonjour, moi c'est Guédé Noël. J'étais sage-femme spécialiste en santé publique et puis je suis maintenant inspecteur des soins infirmiers. Je voulais savoir quelle est la différence entre le virus à Ebola et le virus Bunjubunju. Merci. Et merci beaucoup, Noël. Et j'essaye de demander à Joseph. OK, Joseph, votre micro est maintenant ouvert. Allez-y, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, moi c'est Joseph. Je suis de la province de Sankoro. Et par rapport à la virus Odingio, puisque je n'ai jamais entendu de cette maladie au Sankoro. Et c'est pourquoi je demandais quel est le signe clinique de cette pathologie, puisqu'on n'a jamais rencontré ça au Sankoro, et comment nous allons faire pour la prise en charge de cette pathologie. Merci beaucoup. Alors juste une précision, comme il s'agit d'une séance de partage d'expérience, l'objet n'est pas de répondre à des questions de nature technique, on va les recenser et peut-être que vous trouverez une réponse dans une intervention de quelqu'un qui est sur le terrain, engagé dans la riposte. Là, on est vraiment sur le partage d'expérience et du coup, il y a des choses auxquelles l'expérience peut répondre, et des questions auxquelles l'expérience peut répondre et d'autres où il s'agit vraiment d'informations techniques. Merci en tout cas pour cette question et j'ai essayé de faire défiler les questions qui apparaissent. On va bien sûr voilà, travailler avec les acteurs de la riposte pour être sûr que chaque scolar saura comment y accéder. Cela pourrait être aussi un rôle pour les ambassadeurs. Je rappelle, et c'est important de le faire, que le 13 juin 2026, 13h Kinshasa, eh bien, cette mobilisation des scholars, donc ce sont les érudits, ce sont des acteurs de la santé qui sont connectés les uns aux autres, qui travaillent de façon acharnée, avec vraiment acharnement et rigueur pour parfaire leurs connaissances, mais pour que ces connaissances servent l'action de terrain. Donc, grande réunion de partage d'expérience. Cela se fait en ligne. Donc, où que vous soyez en RDC, eh bien, vous pourrez rejoindre cette grande rencontre, cette grande réunion de partage d'expérience. Là, c'est pour les acteurs de la RDC, mais il me semble très probablement que les acteurs d'autres pays qui sont intéressés, qui sont francophones, bien sûr, j'imagine, seront forcément les bienvenus. Aussi, pour répondre à toutes ces questions techniques, eh bien, rendez-vous sur la page de la formation Maladie à virus Bugio. Il s'agit donc de partager l'expérience et de s'entraider. Charlotte va vous montrer en fin de cette séance, vraiment point par point, étape par étape, comment vous allez vous inscrire si vous ne l'avez jamais fait auparavant.